Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live Meet Your School. On est ravis de vous retrouver ce soir. Ça va être en plus un live passionnant puisqu'on va aborder des sujets d'actualité. On va parler d'informatique, on va parler de système réseau, on va parler d'IA et globalement comment construire son futur professionnel dès aujourd'hui dans ce monde qui est en plein changement. Je suis certain que vous entendez parler de beaucoup de sujets sur la destruction de métiers, mais ça, ce sont les pessimistes. Il y a aussi la création de nouveaux métiers qu'on va aussi aborder ce soir. Et on a la chance d'avoir une école, des représentants, à la fois des consultants, à la fois des étudiants, à la fois des responsables d'établissements présents ce soir qui vont justement nous accompagner et nous aider à mieux comprendre cette thématique. Avant de faire un petit tour de table, petite présentation de la plateforme pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois. Bonsoir à tous et on est très content de vous retrouver ce soir. Sachez que sur Meet Your School, on adore les lives sur lesquels on peut échanger, on peut répondre à vos questions. C'est pas un live où c'est descendant, on va communiquer, on va déballer un discours, un pitch. Pas du tout. L'idée, c'est vous avez un chat à disposition, posez vos questions dans le chat. Et nous, avec toutes les personnes qui sont présentes ce soir, on va essayer de répondre à ces questions. Donc, n'hésitez pas. L'idée, c'est que ça soit vivant, ça soit dynamique. Donc, utilisez ce qui est mis à votre disposition. Et ce soir, on va essayer justement de répondre à cette thématique. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous êtes sur un live sur lequel on va parler d'informatique, système réseau et IA. Globalement, comment construire son futur professionnel dès aujourd'hui dans ce monde en pleine transformation. Voilà un petit peu pour les règles. En tout cas, bonsoir à tous et ravi de vous avoir avec nous sur la plateforme Meet Your School. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et qu'on présente un petit peu tous les intervenants qui sont avec nous ce soir. Merci en tout cas à vous tous d'être présents ce soir sur Meet Your School. On va commencer par Kumba. Si vous avez le micro, voilà. Vous avez le micro, voilà. Bonsoir Kumba et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que du coup vous pourriez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes, et comme ça permettra un petit peu à toutes les personnes qui nous regardent de pouvoir affiner leurs questions si jamais ils en ont à vous poser. Oui, donc bonsoir, merci de m'avoir invité à ce Meet Your School. Je suis très contente d'y participer. Donc moi, je suis Kumba, je suis une ancienne étudiante de l'école Iris. J'ai passé 5 ans de formation là-bas. 5 belles années d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, je suis chef de projet agile chez Christian Louboutin. Voilà. Ça va faire parler. Super. Ça va faire parler. Génial. Merci beaucoup parce que en fait, nous, ce qu'on aime sur Meet Your School, en fait, c'est être ultra concret parce que quand on parle de métier, d'évolution, etc., c'est bien de pas avoir que la version globalement d'un établissement. C'est bien de comparer avec le métier, avec les entreprises qui recrutent et qui forment et qui ont une vision vraiment assez pragmatique de ce qui est nécessaire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je propose peut-être à Samir. Bonsoir Samir et merci beaucoup aussi d'être là avec nous ce soir. Est-ce que, même exercice, vous pourriez vous présenter et présenter l'école? Oui, bonjour Yves. Il y a un petit écho, pardon, excusez-nous. Bonjour. Je suis Samir Farag, je suis directeur du développement commercial du groupe Media School, dont Iris en tout cas fait partie, qui est l'école d'informatique du groupe, et j'ai eu cette chance aussi de diriger cette école pendant 6 ans, qui est aujourd'hui donc l'école d'informatique du groupe Media School, avec une multitude de domaines, que ce soit effectivement le développement, le réseau, la cybersécurité. Donc tous les enjeux, en tout cas, des nouvelles technologies, c'est des choses qu'on propose, en tout cas aujourd'hui, au sein de nos formations.
Et je suis en compagnie, en tout cas, aussi du directeur actuel, hein, qui est Olivier Cuissard. Hein. On est dans la même pièce, donc pardon pour les petits échos qu'il y a eu. Voilà, et qui m'accompagnera, en tout cas, aujourd'hui pour cette présentation. Eh ben, la transition est donnée. Merci beaucoup, Samir, ravi de t'avoir avec nous. Olivier, est-ce que du coup, vous pourriez continuer la présentation? Alors, on ne vous entend pas. Alors, peut-être en attendant que vous retrouviez le micro, on peut peut-être demander à Sébastien. Bonsoir Sébastien, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites? Parfait, merci beaucoup. Donc, merci également de m'inviter à cette émission. Aujourd'hui, je suis le gérant de la société SetConnect. On accompagne les entreprises dans justement leur transformation digitale. Comment prendre tous ces nouveaux métiers, comment accompagner l'intelligence artificielle, tous ces métiers qui se bouleversent, on l'accompagne. Et j'ai eu la chance de travailler avec Media School puisque j'ai assuré le poste de DSI pendant 2 ans avant qu'il soit repris par Franck. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que Olivier, le micro fonctionne? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Avec un peu d'écho, malheureusement. Est-ce que… Alors, j'ai retiré, je pense que… Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon, ça fonctionne bien. Super, merci. Et là, vous ne m'entendez plus. Si, on t'entend. Vas-y. Entendez. C'est bon? Super. Écoutez, ravi de vous avoir en ligne. Bonjour aux collègues. Je me présente. Donc, je suis Olivier Cuissard. Je suis le jeune directeur, le nouveau directeur, j'ai envie de dire, de l'école Iris. Je prends la continuité de Samir qui s'est présenté juste avant moi. Depuis un an, je suis à la direction de la marque Iris et de l'école parisienne, le campus parisien de cette marque. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, l'idée ce soir, pour ceux qui nous rejoignent, c'est de parler des métiers d'avenir, notamment dans cette transformation digitale qui est sans précédent. On entend beaucoup parler dans le monde des startups, dans le monde de l'innovation, dans le monde des investissements, comme quoi l'arrivée et les transformations qui sont en cours sont tellement plus importantes que l'arrivée d'Internet. En fait, c'est encore plus brutal, c'est encore plus rapide, et globalement, ça crée pas mal d'incertitudes, ça déstabilise beaucoup, ça empêche aussi de se projeter si tout change très rapidement. Donc ça, c'est un peu les enjeux dans lesquels les jeunes aujourd'hui se trouvent, parce que nous, on anime beaucoup de live, et l'inquiétude, c'est de se dire, mais en fait, globalement, comment est-ce que moi, aujourd'hui, à 18, 19, 20 ans, peu importe l'âge, j'arrive à me projeter sur une formation où je sors dans 5 ans, et en fait, est-ce que mon métier, il est toujours, sur lequel je me suis formé, mon métier, il est toujours là, quoi. Je sais pas en vrai. Donc, l'idée, moi, c'est de vous poser une question qui est relativement globale, mais je serais ravi d'avoir chacun votre point de vue parce qu'il va être super intéressant. On a à la fois une personne qui est alumni, qui a intégré l'école, qui a intégré le monde professionnel. On a un professionnel, on a des responsables d'établissement. Globalement, comment et pourquoi vous invitez cette jeunesse à s'aventurer dans cette industrie, à tout simplement se dire, en fait, pour moi, le futur, il est là-dedans. J'aimerais beaucoup avoir votre retour, Koumba, sur ça, sur ces perspectives. Pourquoi vous, si vous rencontriez des jeunes, vous leur recommanderiez de partir dans ces formations? Alors, moi je vais peut-être plus parler de mon expérience pour pouvoir répondre à cette question-là, parce que j'ai pas toujours été dans l'informatique. Donc, avant, je travaillais dans le service public. Et c'est avec la Covid, justement, que j'ai pris la décision de me tourner vers l'informatique, parce que je me suis rendu compte que pendant cette situation-là, c'était les seuls métiers qui étaient encore vivants, si je peux le dire comme ça. Et c'est ça qui m'a poussée en fait à prendre cette décision de me tourner dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, on le voit encore.
Donc, sur le marché du travail, actuellement, c'est un peu compliqué. Pour certains types de métiers, et on voit que dans l'IT, en fait, on arrive quand même à toujours trouver quelque chose. Merci beaucoup. Et du coup, il y a quelques questions dans le chat. Première question, je pense qu'elle vous était adressée. Tu étais en alternance chez eux, je pense, peut-être Louboutin, je pense. Oui, je pense qu'il doit parler de Christian Louboutin. Non, je n'étais pas en alternance chez eux. Mais du coup, moi, j'ai été pendant 4 ans en alternance, voire 5 du coup, dans différentes entreprises et différents secteurs, notamment dans le secteur d'éditeur de logiciels, assurance et dans le secteur de l'immobilier. Donc là, ça va être mon premier emploi dans le secteur du luxe. Super, merci beaucoup. Et autre question, je vois, quelle formation as-tu suivi? Alors moi, j'ai suivi donc un BTS SLAM, donc solutions logicielles et applications métiers, puis donc un bachelor en développement de solutions digitales. Donc j'ai commencé en tant que développeuse, puis j'ai progressé en tant que chef de projet agile qu'on appelle aujourd'hui product owner. Et donc c'est sur ce métier-là que j'ai continué. Et en fait, c'est justement cette base technique-là que j'ai qui me permet aujourd'hui de piloter plus facilement ce métier parce qu'on est entre le business et l'IT. Génial, très clair. Merci beaucoup, Kumba, pour ce témoignage. Samir, est-ce que je peux aussi avoir votre point de vue globalement sur pourquoi s'aventurer dans cette industrie? Pourquoi est-ce que vous recommandez les jeunes quand vous les rencontrez sur des journées portes ouvertes, sur des salons et autres, de se dire en fait c'est le futur et c'est vers là qu'il faut s'aventurer? Vous l'avez parfaitement dit en fait, Yves, c'est le futur en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, le secteur IT, au-delà du fait que c'est un secteur qui mute, bien évidemment, mais on va au-delà de ça, c'est que c'est aujourd'hui même ce qu'on appelle des métiers sous tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un marché qui continue de grandir avec de la demande, et c'est un métier aujourd'hui qui ne connaît pas en fait la crise, parce qu'on a toujours besoin et on aura toujours besoin aujourd'hui de profils, en tout cas IT, que ce soit dans les domaines notamment évidemment de l'IA, mais pas que. Moi, je parle aussi des domaines de la cybersécurité, où aujourd'hui, c'est un domaine qui évolue constamment, dont les entreprises, en tout cas aujourd'hui, doivent se saisir parce qu'il y a des enjeux qui sont colossaux. Aujourd'hui, le marché de la cybersécurité, c'est environ 140 milliards, donc, et ça ne fait qu'évoluer parce que les entreprises, en plus, prennent conscience. Alors, c'est tard, c'est là où c'est assez paradoxal, mais elles prennent encore doucement conscience qu'elles n'investissent pas assez encore sur ces budgets, alors que c'est fondamental. Si aujourd'hui on perd ses données et qu'on se fait pirater au sein d'une entreprise, ça peut faire tomber complètement l'entreprise. Donc, et tout ça, en plus, est accompagné par le secteur de l'IA parce que, quand on parle d'informatique aujourd'hui, forcément, les métiers de l'IA s'interconnectent. Donc, je ne peux que pousser aujourd'hui les étudiants à partir aujourd'hui sur ce domaine-là, qui est un domaine qui est plus que passionnant, qui est mouvant, c'est-à-dire que ça évolue tous les jours, ça évolue sans cesse. Kumba le dira, Sébastien, pareil, c'est la vérité d'hier n'est pas la vérité de demain, et c'est ça qui est en réalité passionnant. Et nous, aujourd'hui, on est dans ce travail-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de l'IRIS, on a récemment monté un nouveau master, en tout cas, et qui est en propre à l'IRIS, c'est-à-dire qu'on a l'habilitation pour former nos étudiants et les préparer, et non seulement les certifier RNCP sur un titre de niveau 7, ce qui veut dire un titre Bac+5, où on intègre complètement une couche IA et qui fait partie aujourd'hui pleinement intégrante de leur formation. Donc, voilà, tout ça est un univers passionnant qui est en constante évolution, et je ne peux que recommander aux étudiants de partir sur cet univers-là.
Eh ben top, merci beaucoup pour ce retour. C'est important d'avoir une vision aussi côté établissement. J'aimerais bien aller poser aussi la question à Sébastien, qui du coup, si j'ai bien compris, vous étiez un entrepreneur, vous êtes dans le secteur. Globalement, comment vous vous positionnez sur ce marché, comment vous le voyez évoluer et quels vont être les besoins que vous allez avoir en termes de ressources humaines qui du coup correspondent potentiellement avec les formations qui vont être proposées. Voilà, ça serait bien d'avoir votre retour sur ce sujet. Ok, super. Déjà, j'aimerais réagir juste avant de répondre à cette question sur ce qu'ont dit Samir et Koumba. C'est clair qu'il y a énormément d'opportunités en informatique. Il y en avait déjà quand j'ai débuté, il y a 20 ans, et j'ai fait le bon choix. Je suis vraiment très, très content d'avoir choisi l'informatique et c'est encore, je dirais même encore plus sous tension. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous, parce que finalement, forcément, le salaire va avec, et j'ai jamais eu à me plaindre, voilà, de cette partie-là. Il y a une question aussi que vous avez, quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, qui était très intéressant, c'est est-ce que c'est des métiers dans lesquels on doit s'investir? Parce qu'il y a souvent la même question qu'on me pose, mais d'ailleurs pas que dans l'informatique, c'est aujourd'hui, est-ce que je dois encore me former sur ce métier-là? Parce que finalement, il va changer. Je prendrai l'image de la calculette. Ce que je vous dis là est très subjectif, mais quand on a eu la calculette, nous, à notre époque, est-ce que ça valait encore le coup d'apprendre à compter? Et là, je pense que la réponse ne peut pas être binaire. C'est pas oui ou c'est pas non. C'est que quand la calculette va nous donner un chiffre, faut peut-être quand même pouvoir se dire, OK, est-ce que ce chiffre est bon? Logiquement, oui. Est-ce que quand je serai chez le boulanger, j'aurai forcément ma calculette sur moi et besoin? Non. Donc peut-être que quand même, je dois savoir, on va dire, compter de manière assez simple. En revanche, quand j'aurai des calculs un peu plus complexes à faire, je pourrai m'appuyer sur cette calculette. Je ferai la même chose pour l'intelligence artificielle. Savoir compter, savoir la logique de l'informatique, comprendre comment ça fonctionne dans le système, dans le réseau, dans le dev, c'est important d'avoir cette logique. Mais demain, vous pourrez vous appuyer sur une sorte de puissance augmentée qui fait que vous irez beaucoup plus vite grâce à l'IA. Et il n'y a que ceux, je vois Koumba est d'accord avec moi, il n'y a que ceux qui ont ces bases, en fait, qui pourront vraiment exploiter, bien entendu, l'IA. Quelqu'un qui ne connaît rien au développement et qui compte sur l'IA pour développer quelque chose n'aura pas l'esprit critique, ne sera pas capable de l'utiliser aussi bien que quelqu'un qui le maîtrise. Et donc, dernière chose sur laquelle j'aimerais réagir, c'est aussi la réduction des erreurs. Je le dis souvent. L'adaptabilité, moi, c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui quand je cherche un informaticien. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter très vite. Si on prend les ères auxquelles on a eu affaire, alors l'ère de la cueillette, l'ère industrielle, elle a duré quoi, 40-50 ans? L'ère de l'intelligence artificielle, elle va bientôt se terminer, dans 2 ans d'ailleurs, parce qu'on va passer sur l'ère de l'intelligence artificielle augmentée, justement. Et chaque ère qui amène de nouvelles choses, et c'est un bouleversement, c'est celle de l'IA, eh bien finalement se raccourcit, ce qui nous impose à nous adapter extrêmement vite. Et donc, le métier d'informaticien que je suis en train de prendre aujourd'hui dans mes équipes est différent de celui qu'il y aura dans 2 ans et de celui qu'il y aura dans 5 ans. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Des personnes qui savent s'adapter, en fait, à chaque cycle, en s'appuyant sur ce qu'ils ont eu en formation. Et là, on voit que les bases sont ultra importantes. Et aussi des personnes qui, étant libérées de toute la partie chronophage du dev, parce que, entre guillemets, le plus complexe maintenant peut être géré par l'IA, eh bien, c'est une bonne connaissance des métiers et une bonne connaissance du terrain. C'est-à-dire que je l'ai vu encore la semaine dernière, d'ailleurs, avec Olivier, dans un comité professionnel. En fait, on voit que des informaticiens qui connaissent bien les problématiques du terrain, qui sont capables de traduire des problématiques fonctionnelles métiers pour après aller aider, développer des logiciels, etc., ce sont des compétences qui sont de plus en plus rares. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Absolument. Non, c'était très bien et ça donne une vraie vision terrain, pragmatique, parce que globalement, je pense qu'on n'oublie pas, mais on se forme pour des métiers, on se forme pour un marché. Si on se forme sur quelque chose où demain ça n'existe plus, ça n'a aucun intérêt. Donc là, ça nous projette sur un futur à la fois, un futur plein d'opportunités, mais où peut-être on ne sait pas comment ça sera. Mais globalement, il y a de fortes chances que ça soit intéressant. Et ça me permettrait de conclure avec Olivier, peut-être, sur ce marché, du coup, qui est en constante évolution. Comment on forme les jeunes et comment un établissement aujourd'hui peut être en mesure de mettre des bases qui permettront à ces jeunes, une fois qu'ils sortent dans 3-5 ans, d'être opérationnels sur le monde professionnel si aujourd'hui on est un petit peu dans l'expectative sur qu'est-ce que sera demain.
Comme mes collègues l'ont dit, effectivement, il faut qu'on s'adapte aux besoins des entreprises. Et donc, étant donné qu'on a la chance de pouvoir disposer de nos propres diplômes, on a la liberté d'être suffisamment flexible et agile pour adapter les formations en fonction des besoins des entreprises. On parlait d'intelligence artificielle et donc, effectivement, on intègre en filigrane dans toutes nos formations aujourd'hui des notions plus ou moins poussées selon les filières d'intelligence artificielle. Donc voilà, la flexibilité, on en fait vraiment une arme de façon à pouvoir être très réactif sur un secteur, comme vous le dites, qui bouge beaucoup. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Olivier, pour cette réponse. Eh ben, on va continuer ce live. Chloé, absolument, je vois la question s'il y aura un replay de ce webinaire, bien sûr. Si vous devez nous quitter un peu plus tôt ou si vous êtes arrivé un peu plus tard, vous pourrez revoir le replay sans aucun souci. On vous l'enverra par email demain. Ok, très bien. Ce que je propose, parce que une fois qu'on a compris le pourquoi ce secteur il est en plein boom avec plein d'opportunités et que c'est intéressant d'y aller si vraiment pareil on est intéressé par si on accroche justement à l'informatique, à l'IA, si on est curieux par rapport à ça, si l'idée c'est que si on est intéressé par la peinture et que peut-être qu'il y a une dissonance avec ça, quoique peut-être il y a des passerelles qui peuvent se faire. Nos étudiants des cours artistiques. Hein. Voilà, non, mais c'est exactement pour ça. J'y ai pensé après. Qu'il y avait des passerelles qui pouvaient se faire. Mais l'idée, c'est une fois qu'on sait qu'on veut s'aventurer là-dedans, c'est comment trouver la bonne formation. Parce que je pense que je me forme sur quoi. Donc j'ai entendu agilité. Moi, j'aimerais bien avoir peut-être l'expérience de Kumba sur ces dernières années. Comment est-ce que elle a fait le choix de choisir la bonne formation pour pouvoir être opérationnel et être épanoui à la sortie de ses études? Alors, pour la bonne formation, on va dire que ça dépend. J'ai quand même eu la chance de tomber sur une école où les formations sont quand même assez pratiques et on nous met dans des conditions assez professionnelles. Donc, que l'on soit en initiale ou en alternance, on a quand même les mêmes chances en sortie de diplôme d'avoir quand même assez de compétences pour pouvoir être opérationnel. Mais donc, moi, la chance que j'ai eue, ça va être d'avoir ces formations-là avec des projets dans un contexte professionnel, en même temps d'être en alternance, donc que j'ai pu avoir dès ma première année. Donc, ça a duré 5 ans. Donc, j'ai pu cumuler, en fait, j'ai pu cumuler, on va dire, ces 2 environnements. Donc, j'étais dans l'environnement de l'entreprise et quand je venais à l'école, je n'avais pas l'impression que ça changeait beaucoup parce qu'on nous mettait dans des contextes professionnels sur tous les projets qu'on avait. La preuve, après mon diplôme, j'ai été considérée comme une personne confirmée, pas senior, mais confirmée avec donc mes expériences là. Et en fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut en fait regarder ce qui se passe dans le marché, comment se passent les demandes, comment les fiches de poste se sont faites, qu'est-ce qui est le plus demandé. Parce qu'il y a, par exemple, 2-3 ans, quand je regardais les postes de Product Owner, ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait que Product Owner, mais maintenant, je vois de nouveaux libellés, Product Owner technique, Product Owner avec appétence Business Analyst. Donc, le Business Analyst, il ne va pas être forcément une personne technique qui va développer, mais je vois qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises, ils ont ce besoin-là d'avoir une personne qui va faire le lien entre le métier et la technique et ne pas avoir peur d'aller au plus près du terrain, discuter avec les développeurs et savoir tenir un langage technique et un langage business. Donc, pour moi, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher, en fait, ce que veulent les entreprises, ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça change, ça évolue. Donc, avant, on pouvait trouver facilement un poste de PO, fonctionnel ou autre, mais maintenant, c'est assez difficile, c'est assez compliqué parce que justement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par l'IA.
Justement, donc on en revient à cette, à cette question de l'IA. Mais il y a une chose aussi qui va rester que l'IA ne peut pas encore faire, on va dire, c'est d'avoir en fait ce profil-là et de savoir jongler entre ces deux environnements-là. Merci beaucoup, Koumba. Il y a une phrase que j'ai entendue. J'ai eu la chance de trouver une formation. J'ai eu la chance de trouver une formation. Moi, enfin, je sais pas si, je crois pas forcément à la chance. Comment vous avez fait pour trouver la formation? Enfin, de tomber sur la bonne école, on va dire. Voilà, si je reformule bien. Bien sûr, non, mais bien sûr. Mais comment vous avez fait pour tomber sur la bonne école? Est-ce que vous avez fait des recherches? Vous êtes allé les rencontrer? Vous avez fait des journées portes ouvertes? Parce qu'en fait, moi, j'essaie de retrouver le cheminement pour essayer d'avoir un sorte de tutoriel à donner à tout plein de jeunes qui ne savent des fois pas forcément comment faire pour trouver la bonne formation. J'ai bien compris que vous êtes parti, enfin si j'essaie de reformuler, vous me dites, vous me corrigez si je me trompe, vous êtes parti du besoin entreprise et vous vous êtes dit, il va falloir que je fasse ça. Et donc du coup, après, vous avez trouvé la formation en adéquation à ça. Mais est-ce que vous pourriez nous dire comment, après, une fois que vous avez dit, bah, il faut, la typologie de formation, c'est celle-là, comment après vous avez choisi votre école? Alors, pour mon expérience, c'était en pleine Covid, donc j'ai pas pu faire de journée porte ouverte ou quoi que ce soit. Donc, bien sûr, je suis partie sur des recherches, j'ai regardé les avis des écoles, les avis des étudiants. J'ai fait les premiers contacts donc avec les écoles et il y a une chose aussi à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, c'est aussi le feeling. Pendant l'échange avec la personne avec qui on fait l'entretien pour pouvoir aller dans l'école prochainement. Donc, on peut voir des choses sur le site de l'école, sur les avis, et en fait, forcément, ça va se ressentir pendant l'échange, savoir si c'est uniquement des choses qui sont faites pour attirer les étudiants ou si c'est réellement, en fait, ce qui se passe dans l'école. Est-ce que la pédagogie présentée est la même? Et aussi, quand on regarde les plaquettes aussi, on peut voir, en fait, si ce qu'on veut réellement est reflété dans cette plaquette-là. Et le reste aussi, ça va se reposer. En fait, ça va beaucoup se reposer sur l'échange qu'on va avoir et les questions qu'on va poser, les réponses qu'on va avoir également. Eh ben, génial. Donc, moi, oui. Mais justement, aujourd'hui, moi si j'en avais l'occasion à l'époque, bien sûr, j'irais faire des journées portes ouvertes, aller dans les écoles ou faire des journées d'immersion. Donc, ça aussi, ça peut beaucoup aider. Ça permet de se projeter dans l'école et rencontrer les professeurs, discuter avec les étudiants qui sont là-bas. Donc, ça permettra de beaucoup aider à faire son choix. Absolument. Moi, c'est clairement le conseil que je donne à chaque fois, c'est déplacez-vous, rencontrez les écoles, discutez avec des jeunes qui ont vécu la même expérience. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur Meet Your School, on met en place ce genre de rencontre parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas forcément se déplacer parce que les jeunes habitent des fois éloignés des zones rurales, éloignés des centres. Ils sont en zone rurale et donc forcément, nous, avec Meet Your School, on permet de se connecter avec des experts, avec des professionnels, avec des jeunes qui ont vécu ce type d'expérience. Merci beaucoup, Koumba, pour ce retour et cette explication sur comment vous avez trouvé la formation adaptée au monde professionnel. J'ai des questions dans le chat et il y en a une que j'aimerais poser à Sébastien. Sébastien, une question de Marie qui nous dit vous pensez pas qu'une entreprise priorise un candidat ayant déjà eu une expérience longue en entreprise? Alors, je pense que cette question elle a été posée à Koumba, mais je pense que ça peut être bien de vous la poser, Sébastien, parce que du coup, vous êtes professionnel, vous êtes entrepreneur. Comment vous, en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, vous voyez tous ces candidats qui finissent leur formation et que vous allez vouloir intégrer chez vous? Là, j'ai pas compris la formation longue. Pourquoi ce serait un problème d'avoir eu une formation longue? J'ai pas très bien compris. Je pense que c'est une expérience longue en entreprise, c'est-à-dire l'alternance. Alors moi, je l'avais compris de cette manière-là, la question. J'avais compris, pensez-vous qu'une entreprise priorise un candidat ayant déjà une expérience longue en entreprise? Donc, ça veut dire qu'il ait fait une formation avec de l'alternance tout au long de de ses études, versus un candidat qui aurait juste un diplôme en initial sans expérience en entreprise. D'accord. Est-ce qu'on privilégie l'un ou l'autre, c'est ça? Est-ce que j'ai un petit peu de mal à comprendre la question, mais
Alors, je vais essayer de la reformuler. Marie, ouais. Si jamais je la reformule mal, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Globalement, c'est est-ce que vous préférez un candidat qui a fait 5 ans d'alternance ou est-ce que vous préférez un candidat qui sort en initiale et qui a fait 3 stages de 6 mois? Ok. Bon, cette question n'est pas facile. Déjà, je pense qu'elle est assez subjective. Elle dépend de chaque personne, de chaque besoin, de chaque entreprise. Moi, je vais vous dire, mais j'ai l'impression que je suis quand même comme beaucoup. Et puis, Kumba l'a dit, c'est avant tout une question de feeling. Quand on reçoit quelqu'un aujourd'hui, c'est totalement différent pour moi de quand on recevait quelqu'un il y a 20 ans, si je puis me permettre. Il y a 20 ans, on faisait énormément confiance au diplôme, aux connaissances, aux compétences, parce qu'on savait que ce diplôme, ces connaissances et ces compétences, ça nous engageait pour plusieurs années, plusieurs peut-être même dizaines d'années, parce qu'on allait faire ce métier-là et dans la boîte peut-être pendant 40 ans ensemble. Aujourd'hui, moi, je serais bien curieux de demander aux jeunes s'ils savent combien de temps ils vont rester dans une entreprise sur ce métier et sur ce poste. Je pense qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus court. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Quelqu'un qui sait s'adapter extrêmement vite, qui comprend les besoins de mon entreprise et parfois, un profil initial peut avoir un très bon feeling et qui fait que je vais le prendre. Parfois, ça va être un alternant parce que justement, il a déjà eu une expérience et il me rassure. Mais en fait, on va leur demander, Kumba l'a dit, d'être efficace très vite auprès des métiers. Donc, on va aussi chercher des compétences de savoir-être, de savoir-paraître. Voilà, ça paraît bizarre, mais aujourd'hui, trouver, je suis désolé de le dire, mais c'est les problèmes qu'on rencontre, nous, employeurs, un jeune qui arrive à l'heure, qui présente bien, qui a envie, eh ben, c'est dur. Je peux vous assurer que c'est de plus en plus dur. Et donc, ça, on y fait extrêmement attention quand on voit que le jeune a préparé son rendez-vous, qu'il a envie, qu'il a faim. Ça fait toute la différence. Et voilà, c'est plutôt ça que moi, en tout cas, personnellement, je vais aller chercher. Merci beaucoup, Sébastien, pour ce retour. Samir, j'aurais une question, globalement, une question de Betty qui nous dit « Quand on aime l'informatique, comment savoir quel métier nous correspond le mieux ?» En effet, ce soir, la thématique est assez large. On parle d'informatique, système réseau, IA. C'est très large. Il y a plein de métiers, il y a plein de sous-métiers à ça. Comment on peut conseiller un jeune qui aimerait s'aventurer dans ce large spectre de domaines? Alors, là encore, c'est une question qui n'est pas facile. Moi, je vais vous donner ça de mon prisme et je vais vous le montrer plutôt sur le prisme école, en fait, et comment nous, on a raisonné pour répondre en réalité à cette question-là. On se rend bien compte, effectivement, que on a des a priori sur les métiers. Moi, quand je reçois, alors je dis ça avec beaucoup de bienveillance, mais certains, quand ils arrivent en entretien, pensent que quand ils vont faire de la cybersécurité, ils vont tout de suite hacker la NASA. Je dis ça avec beaucoup et d'autres pensent que quand ils vont venir développer, ils vont tout de suite développer quelque chose de grandiose. Et donc, moi, j'essaye de remettre un peu de contexte là-dedans. Et attention, je dis ça avec beaucoup de sourire. Il y en a certains qui savent évidemment ce qu'ils veulent faire. Et nous, fort de cette information-là, parce que finalement, les métiers de l'informatique, on a du mal à les percevoir. Nous, ce qu'on fait dans notre conception pédagogique, c'est que la première année, en fait, on fait un tronc commun. C'est-à-dire qu'en fait, on va, en première année, permettre à nos étudiants, non seulement, et moi, c'est comme ça que je le présente souvent, vous avez 2 grands bras dans l'informatique. Il y a la couche développement, dans laquelle on peut mettre plein de choses. On peut mettre l'IA, on peut mettre les bases de données, mais c'est la couche du développeur, la couche du créatif, si je puis me permettre. On dit souvent ça. Et puis, on a la couche un peu plus, je ne vais pas dire technique, mais la couche du réseau, du système, de l'infrastructure, qui est cette deuxième couche-là, qui est de créer finalement cette connectivité avec la cybersécurité, bien évidemment. Et donc, ce que nous, on dit dans notre formation, c'est que la première année, faisons un socle commun sur lequel, finalement, vous allez découvrir ces univers-là et ensuite, vous allez vous spécialiser en deuxième année. Et ça a 2 vocations. Un, ça permet de découvrir, ce que c'est que l'informatique et les bases et les métiers. Et 2, ça permet aussi de créer aussi des interconnexions à travers ces métiers parce qu'on se rend compte qu'en fait, les choses ne sont pas si… les choses sont pas si imperméables que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un développeur, il a quand même des compétences en réseau, en système, en infra et inversement. Des gens qui sont aussi en infrastructure, en système, en réseau, ont des compétences en développement. Et il y a même des métiers aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont
qui sont interconnectés. Donc vraiment, je pense que on peut avoir des sensibilités, mais choisir un parcours où il y a peut-être un socle commun en première année permet d'affiner son jugement et ensuite de monter en puissance sur ce qu'on a envie de faire. Voilà. Merci beaucoup, Samir, pour cette explication. Toujours dans la continuité sur comment trouver ces formations, j'aimerais bien avoir le retour d'Olivier sur ce point-là. Globalement, qu'est-ce que vous recommandez à tous les parents, les enfants que vous rencontrez, que ce soit sur les salons, journées portes ouvertes? Parce qu'aujourd'hui, on a bien conscience qu'il y a énormément de possibilités. Enfin, il y en a trop. C'est difficile, c'est anxiogène pour un jeune de se dire qu'est-ce que je dois choisir, comment, etc. Quels sont les indicateurs les plus importants où vous dites à ses parents et ses enfants faites attention à ça pour faire le bon choix de la formation? La première chose c'est une bonne question, effectivement. Quand on était étudiant il y a 20 ou 30 ans, comme le disait Sébastien, la physionomie de l'enseignement n'était pas la même. Et aujourd'hui, il y a une multitude d'écoles. Donc moi, je conseille aux étudiants de faire le tour de ces écoles et de veiller à quelques éléments qui sont assez significatifs sur la qualité de la structure et du corps professoral. Le premier de ces éléments, c'est la reconnaissance des diplômes. Est-ce que ce sont des diplômes nationaux? Est-ce que ce sont des diplômes reconnus au registre national des certifications professionnelles, RNCP, etc., etc. Ça, ce sont des indicateurs qui ne trompent pas. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, je leur demande de regarder la qualité du corps professoral derrière, parce que c'est vrai qu'un diplôme, même un diplôme national, les maquettes sont les mêmes pour tout le monde, mais finalement, la réussite derrière va dépendre beaucoup des moyens qu'on y met. Et les moyens qu'on y met, c'est la qualité des professeurs qui sont derrière. Ce n'est pas la même chose si vous avez un maître de conférence, un docteur qui enseigne à des étudiants, ou si vous avez un étudiant qui enseigne à des étudiants. Donc voilà les deux éléments sur lesquels il faut être vigilant, je pense. C'est la qualité du diplôme, la reconnaissance du diplôme, et puis la qualité du corps professoral qu'on y met derrière. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis après, moi, je reviendrai aussi avec l'information de Kumba sur comment trouver ces formations. Déplacez-vous dans les écoles, rencontrez des étudiants, échangez avec eux. Et ça aide. Moi, je prendrai toujours ce témoignage d'une jeune fille que j'avais interviewée aussi sur un live qui disait que globalement, quand elle s'était déplacée dans l'école, elle s'était sentie à la maison. Et c'est ça qui avait fait basculer son choix de partir sur 3-5 ans d'études dans cet établissement. Et je pense que ça fait partie de ces critères. Si vous avez la possibilité de vous déplacer, bien entendu, mais même si vous êtes à 100-200 km, on n'y va pas tous les week-ends, faites l'effort parce que vous allez vous engager pour 3-5 ans. Super, merci beaucoup pour cette première partie. Maintenant qu'on a déterminé le pourquoi s'aventurer dans cette industrie et comment trouver sa formation, il y a un autre sujet qui est fondamental, c'est comment on candidate. Et là, je pense qu'il y a plein de chemins possibles, mais j'aimerais bien les connaître. Et pour ça, j'aimerais bien connaître le parcours de Kumba aussi. Comment s'était passé si vous vous en rappelez, parce que des fois, ça peut remonter à quelques années, on n'est plus forcément dans le détail près. Mais est-ce que vous pourriez nous raconter votre aventure de candidature? Est-ce que c'était stressant? Est-ce qu'il y avait des écrits? Est-ce qu'il y avait des oraux? Est-ce qu'il y avait toutes ces choses-là? Alors, je m'en rappelle très bien déjà. Alors, ça dépend du poste pour lequel on va le faire. Donc, déjà, il faut faire appel à son réseau parce que on a LinkedIn, on a la famille, on a nos connaissances. Enfin, la première année, ça peut être très compliqué, des fois pour trouver un stage ou juste une alternance. Donc, il faut vraiment faire appel à son réseau. Il faut utiliser les moyens qui sont mis à disposition par l'école. Parce que moi, personnellement, à Iris, on recevait tout le temps des propositions de stage, des propositions d'alternance, et on a aussi des plateformes de job board en fait qui nous aident à candidater, à trouver des entreprises. Et les candidatures spontanées aussi, ça marche très bien. Donc, des fois, il ne faut pas juste attendre qu'il y ait un poste, une offre qui se présente à nous. Il faut aller vers l'entreprise,
Et même si on arrive à décrocher un entretien, toujours faire des relances, faire des petits messages de remerciement après un entretien. Pour moi, j'ai trouvé mon stage du coup de première année donc grâce à mon réseau, donc qui ensuite s'est transformé en alternance. Donc j'en profite aussi pour répondre à une question qui était là, qui disait que est-ce que par exemple si on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut être prise en alternance ou en stage. Oui, c'est possible si on montre de la volonté, si on montre qu'on en veut. Moi, en première année, je ne savais pas beaucoup écrire de lignes de code alors que j'étais développeuse, mais pendant mon stage, je pense que j'ai montré beaucoup de volonté, que j'en voulais, que j'allais chercher les informations, ou quand j'étais bloquée, j'allais essayer de trouver les solutions toute seule avant de venir voir mon tuteur. Donc, c'est ça, je pense, qui a plu, en fait, et qui a fait que j'ai été gardée en alternance. Donc, après cela, c'était aussi des candidatures tout le temps sur les job boards et en utilisant les moyens qui étaient mis à disposition par l'école. Et en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est de personnaliser sa candidature. Donc, c'est-à-dire aller voir le type de secteur dans lequel on aimerait évoluer, quel type d'entreprise, dans quel type d'entreprise on aimerait faire son alternance. Et à partir de là, personnaliser sa candidature, personnaliser son CV, s'il le faut, mettre sa lettre de motivation, mais vraiment de façon très, très personnalisée. Et en fait, ceci va permettre de sortir du lot parce que tout simplement, les entreprises reçoivent des tonnes de CV. Sur 200 CV, si ton CV ressemble à 140, on va tout simplement pas le voir. Donc, il faut vraiment essayer de personnaliser au maximum pour essayer de sortir du lot. Et une fois qu'on arrive à décrocher un entretien, c'est là où le vrai travail commence. Donc, avec les bonnes pratiques, Sébastien le disait tout à l'heure, hein, que ça soit un entretien physique ou un entretien en visio, être à l'heure, bien se présenter, même si c'est en visio, être dans les dispositions d'avoir un bon entretien en visio, éviter peut-être les petites coupures. C'est vraiment de petites choses, mais qui vont vraiment faire la différence. Après l'entretien, faire son petit email de remerciement. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a toujours aidé. Faire son petit email de remerciement, faire un compte rendu. Et ça, en fait, ça va permettre de reprendre des petits points qu'on n'a pas pu dire en entretien parce qu'on peut prévoir de dire telle ou telle chose et en entretien, on peut oublier ou que la discussion aurait pris une tournure qui ne nous a pas permis d'aborder tous les sujets qu'on aurait aimé aborder. Et c'est justement le moment du compte rendu qu'il faut profiter pour remonter ces sujets-là. Et pendant l'entretien même, en fait, essayer de le tourner en notre faveur en créant un moment d'échange pour que ça ne soit pas un moment de questions-réponses ou un moment de devoir, entre guillemets, qu'on est juste là pour répondre à des questions. Non, il faut essayer de le tourner en moment d'échange. Donc voilà, et si on n'a pas de réponse, par exemple, au bout d'une semaine ou autre, n'hésitez pas, ne pas hésiter à relancer. Donc, ça montre vraiment la motivation, ça montre qu'on veut rejoindre cette entreprise et qu'on est prête, ou prêt à apprendre et à grandir avec l'entreprise, à apporter notre valeur ajoutée. Donc, moi, c'est personnellement ce qui m'a toujours aidé. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage ultra précis, avec beaucoup de maturité. On comprend aisément pourquoi vous travaillez chez Louboutin au vu de votre retour, parce qu'il était extrêmement professionnel. Merci beaucoup, Koumba. Donc, ravi d'avoir eu ce témoignage d'un alumni qui, je ne sais pas si vous aviez cette maturité quand vous avez intégré l'école au tout début, mais c'est peut-être la raison pourquoi vous avez été sélectionné. Moi, j'aimerais bien avoir le retour d'Olivier. Du coup, là, on a eu le retour côté candidat, mais comment ça fonctionne côté école? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils entendent Parcoursup, dossier, pas dossier, candidature, oraux, examen, et les jeunes ne savent pas comment ils vont être mangés. Dites-nous tout. Oui, effectivement, je vous rejoins parce que Parcoursup peut paraître un peu anxiogène à la fois pour les parents et pour les étudiants. L'école Iris est présente sur Parcoursup, bien évidemment, sur sa partie enseignement en alternance.
mais nous recevons au quotidien, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous ouvrons 2 fois par mois nos portes le samedi matin, le samedi toute la journée même, pour accueillir les étudiants en porte ouverte. Et à ce moment-là, nous procédons souvent aux inscriptions qui sont demandées et donc de ce fait hors Parcoursup pour ces étudiants-là. Et puis, nous avons aussi des formations infra-bac en bac pro. Donc là, bien évidemment, il n'y a pas Parcoursup parce que Parcoursup ne s'adresse qu'aux étudiants du supérieur. Et donc, effectivement, les étudiants qui souhaitent intégrer l'école ont un entretien avec la direction, moi-même ou ma collègue. Nous mesurons leur capacité à suivre les formations et pour certains d'entre eux pour lesquels nous aurions des doutes, nous leur faisons passer un test de niveau parce que quand nous les intégrons, c'est qu'ils ont la capacité d'aller au bout et de décrocher leur diplôme. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y a des critères importants à connaître, discriminants par exemple? Est-ce qu'il y a les erreurs globalement à éviter quand on candidate? Est-ce qu'il y aurait un tips à avoir sur le dossier ou... En réalité, pour le premier de nos diplômes post-bac, le BTS SEO, c'est-à-dire Service informatique aux organisations, c'est un diplôme d'État, un diplôme national. Donc, à partir du moment où l'étudiant obtient son baccalauréat, il peut postuler. Donc voilà, il n'y a pas d'autres critères que ça. Moi, je fais bien attention lors des entretiens à veiller au savoir-être, parce que bien évidemment, il y a le savoir-faire, mais il est sanctionné par le niveau du baccalauréat. Moi, je suis très vigilant au savoir-être. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Sébastien. Si le jeune est réactif, si le jeune est poli, si le jeune sait se présenter, etc., c'est quelqu'un avec qui on va pouvoir travailler et pouvoir avancer. Donc voilà, pour les étudiants qui nous écoutent ce soir, travaillez votre savoir-être. Si vous avez peu de savoir-faire, peu importe, puisque vous serez là pour acquérir ces compétences-là, mais travaillez votre savoir-être, il est fondamental, et notamment lorsque vous vous présenterez face à un chef d'entreprise pour obtenir un stage, pour obtenir une alternance. Génial, merci beaucoup pour ces informations. J'aimerais beaucoup passer sur la dernière partie qui est souvent très intéressante, les débouchés. Globalement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Samir, on a une question de Chloé qui parle des métiers dans le réseau et cloud. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est recherché? Est-ce que vous avez quelques informations à donner par rapport à votre expérience sur les jeunes qui s'aventurent dans ce secteur-là, dans ces départements? Ouais, alors oui, les métiers évidemment dans le réseau et en particulier dans le cloud aujourd'hui sont évidemment plus que recherchés pour plein de raisons. On a une forme de dématérialisation aujourd'hui qui est hyper importante pour les entreprises. C'est plus tout à fait la même chose en fait quand vous avez une infrastructure physique. Et il y aura toujours des infrastructures physiques. Ça ne disparaîtra pas. Mais pour autant, quand on peut effectivement dématérialiser une partie de notre infrastructure et qu'elle peut en tout cas être aussi sur du cloud, c'est du gain de place, c'est du gain de temps, c'est du gain de beaucoup de choses. Et donc tout ça effectivement sont aujourd'hui des métiers qui sont porteurs. Donc oui, évidemment, ce sont des métiers qui sont plus que porteurs et qui sont en constante évolution. C'est là où c'est encore une fois passionnant sur ces dispositifs-là. Donc je ne peux que répondre oui à ça. Et d'ailleurs, je vois Sébastien hocher de la tête. Je pense qu'il pourrait rebondir rapidement dessus, puisqu'on a été confronté à ces sujets-là en travaillant ensemble pendant 2 ans, justement, sur cette question du cloud. Donc, ça fait partie, en fait, aujourd'hui de la dynamique d'une entreprise de toute façon travailler sur du cloud. Et je vais même encore plus loin. C'est que même les diplômes le préconisent. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple d'un BTS. Le BTS aujourd'hui informatique, dans le référentiel d'État, il est strictement indiqué que la préconisation du cloud dans la démarche pédagogique est essentielle. Donc, ça veut bien dire que ça a une importance qui est fondamentale. Donc oui, ce sont des métiers plus que porteurs et les entreprises aujourd'hui, pas que, parce qu'elles ont commencé en tout cas à le faire, sont très sensibles à ça. Merci beaucoup Samir pour ces réponses. Et en effet, j'allais basculer chez Sébastien
Sébastien, est-ce que du coup vous pourriez nous donner un petit peu des exemples concrets, les sensations sur les métiers dans votre secteur ou un peu plus large à la sortie qu'est-ce que vous voyez concrètement? Waouh! Alors oui, les métiers du cloud ont totalement explosé. On aura toujours besoin de maîtriser à l'image de la calculette comment fonctionne le système, comment fonctionne le réseau, parce que même si c'est dans le cloud, eh bien on a des switches, on a des routeurs, c'est ce que disait Samir, c'est-à-dire qu'il reste des infrastructures en local pour accéder au cloud. Et là, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution magique, pour l'instant, en tout cas, pour les faire disparaître. Donc, toutes les entreprises ont besoin de ces éléments-là. Par contre, il y a eu une grosse évolution que j'ai vu venir il y a quasiment 10 ans et qui continue. C'est qu'avant, il fallait, par exemple, alors je ne sais pas si ça va vous parler, Samir, Olivier, mais avant, il fallait un expert de la messagerie qui était serveur, un expert Exchange, il fallait un expert du stockage, il fallait un expert de chaque domaine. Et ces métiers, progressivement, sont partis dans le cloud. C'est-à-dire que gérer sa messagerie, c'est devenu à la portée de presque n'importe qui aujourd'hui. Moi, quand je me suis créé ma boîte, j'avais besoin de 20 boîtes email pour mes 20 collaborateurs. J'ai pas dû embaucher un expert Exchange, Microsoft Exchange, pardon. Pour mon stockage, j'ai pas eu besoin. C'est-à-dire qu'on a des services dans le cloud qui nous permettent aujourd'hui, finalement, de ne plus avoir besoin d'avoir tant de techniciens. Mais, par contre, je ne suis pas un expert de ça quand même, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a besoin d'accompagnement, de personnes qui vont nous dire « Ok, c'est ça ton métier, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça, ok, je vais te faire des adresses email. D'ailleurs, tu sais que je peux te mettre plusieurs noms de domaine derrière ton adresse email si tu as plusieurs marques. Ah ouais, je peux faire ça? Oui, oui, regarde. » Et on a une personne qui est entre le cloud et nous. C'est aussi ce que disait Kumba, hein, c'est bien comprendre la philosophie métier pour exploiter le cloud. C'est-à-dire que même si c'est dans le cloud et même si ça paraît facile, on a besoin de ces métiers aujourd'hui d'informaticiens pour exploiter les infrastructures qui sont dans le cloud. Merci beaucoup. Et après, j'avais vu une infographie qui était assez drôle. C'était la valorisation de NVIDIA comparée à l'ensemble des valorisations des labos pharmaceutiques. Et en fait, la valorisation d'NVIDIA est supérieure à l'ensemble des valorisations des labos pharmaceutiques, Pfizer, AstraZeneca, qu'on connaît tous très bien du Covid. C'était pour montrer la prédominance ou l'importance de cette industrie. Mais globalement, ça veut dire que derrière, il y a une vraie activité, il y a de la création, d'ingénieurs. C'est quoi ces métiers derrière NVIDIA? Waouh, ils sont tellement nombreux en réalité, parce qu'NVIDIA, moi je vais caricaturiser moi je ne vais pas y arriver, à la puissance de calcul. Mais donc derrière, eh bien, il y a tous les ingénieurs de l'IA. Il y a forcément tous les fabricants de PC qui doivent suivre pour apporter toute cette puissance de calcul et tout ce stockage. En fait, derrière NVIDIA, j'ai envie de dire, il y a toute la chaîne. Dans les voitures, dans les PC, on a finalement ces puissances de calcul qui sont d'ailleurs rendues maintenant de plus en plus puissantes. Et quelque chose aussi sur lequel j'aimerais réagir, c'est qu'avant l'informatique, quand j'ai débuté, j'ai l'impression de parler comme un vieux déjà là, mais quand j'ai débuté, l'informatique, c'était uniquement dans l'entreprise. Et aujourd'hui, l'informatique, moi, je travaille et j'adore. Pour les lumières qui sont derrière moi, vous ne le voyez pas, mais quand je gagne un deal, elle clignote. Donc, je suis capable de gérer, entre guillemets, et puis la clim qui est derrière moi, je la pilote également. C'est-à-dire que tout est piloté aujourd'hui par l'informatique au sein d'un bâtiment. Les voitures, c'est de plus en plus de l'informatique, elles conduisent seules, etc. C'est-à-dire que tout s'informatise. Et c'est aussi pour ça qu'on disait au début du webinaire, c'est que finalement, les métiers se sont énormément élargis et qu'il y a de plus en plus de métiers comme ça, autant de l'informatique, parce qu'on la retrouve partout. Super. Et il y a un autre exemple aussi qui est assez important, c'est chez nous, on a Mistral AI. J'ai vu qu'ils sont en plein recrutement. Il y a une projection de recrutement assez importante. C'est quoi les métiers chez eux? Ah, là, je saurais pas. Je suis pas un pro de Mistral AI, mais en tout cas, je peux vous donner les métiers chez Microsoft et je pense qu'on y sera assez proche. Hein. Il y a énormément déjà de personnes qui sont à la R&D sur la partie justement tout ce qui est intelligence artificielle pour essayer de comprendre, essayer de deviner à quoi va ressembler l'avenir, essayer de l'anticiper. Parce que même eux, même ceux qui sont au centre du réacteur ont beaucoup de mal à prédire à quoi ressembleront les 6 prochains mois.
Il y a énormément de métiers autour de la puissance de calcul, qui est devenu aussi un vrai vecteur de performance. C'est-à-dire que, sans trop rentrer dans le détail, ceux qui gagneront la bataille de l'intelligence artificielle sont ceux qui auront bien entendu le meilleur algorithme, qui donnera les meilleures réponses, mais aussi ceux qui arrivent à faire avec la meilleure ROI, et savoir il faut que ça calcule le plus rapidement possible pour le coût le moins élevé possible. Donc, il y a aussi cette bataille-là chez beaucoup d'acteurs de l'intelligence artificielle. Là, je pourrais vous parler des heures de tous les métiers. Ok, très clair. Merci beaucoup. Parfait. J'aimerais beaucoup poser une question à Koumba sur le sujet parce que du coup, c'est assez paradoxal. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais elle est dans le secteur de la mode et il y a besoin de cette compétence, j'ai envie de dire, informatique. Est-ce que vous pourriez nous faire le lien justement sur ces débouchés possibles et nous expliquer comment, en fait, pourquoi? Alors, dans le secteur de la mode ou même dans tout autre secteur, en fait, on va avoir beaucoup d'entrées de flux. Donc, beaucoup d'entrées de flux, ça peut être, par exemple, dans mon secteur, ça peut être des ventes, ça peut être des demandes de clients, des achats, des retours, des livraisons. Donc, en fait, tout ça, derrière, ça doit être géré par tout ce qui est automatisation, intégration et donc transformation digitale. Du coup, ça permet même de répondre à une question qui est posée sur mon rôle chez Louboutin. Donc, en fait, ils ont besoin d'automatisation pour que, en fait, tout se passe assez rapidement, tout se passe assez vite et que, en fait, par exemple, toutes ces ventes-là qui vont venir, que ça soit, qu'on puisse les trouver, sur tous les supports, sur tous les applicatifs. Et ce qui va permettre de le faire, ça va être de l'automatisation des flux, des flux batch, des triggers. Donc, en fait, ils ont besoin de ça. Sinon, ils vont pas s'en sortir parce que tous les jours, il va y avoir des milliers de ventes à enregistrer qui doivent être sur toutes les plateformes, sur tous les supports. Il y a beaucoup d'équipes. Juste sur la partie métier, il y a les équipes e-commerce, il y a les équipes retail. Donc, en fait, il y a des boutiques qui sont connectées à d'autres boutiques qui sont de la marque et qui sont aussi d'autres marques. Par exemple, on va retrouver du Christian Louboutin dans des boutiques de Christian Louboutin. On va retrouver la marque Louboutin chez Galeries Lafayette, qui n'est pas une boutique Louboutin. Donc, tout ça, en fait, derrière, c'est géré par des outils assez puissants et justement en fait c'est ça qui va faciliter le travail du métier. En fait, c'est toute la partie cachée en fait de ce qu'on voit aujourd'hui derrière toutes ces marques-là. Merci beaucoup, Koumba. Et en effet, c'est vrai que j'avais entendu une anecdote assez drôle, c'est que dans le e-commerce, principalement, on avait aussi ce côté prédictif des choses. Amazon sont en capacité à savoir déjà que vous allez acheter. Donc, ils ont déjà envoyé le produit dans une zone parce qu'ils savent qu'il y a 10 produits comme ça qui vont être vendus à proximité de cette zone et qu'ils les ont déjà shippés dans un warehouse à proximité d'un petit hub. Et ils sont déjà dans de la vente prédictive parce qu'ils ont déjà… ils sont en avance et c'est pour ça qu'on arrive à du 24 heures en livraison. Super, merci beaucoup pour ce témoignage et j'aimerais finir par une question à Olivier. Comment, parce que du coup il y avait une question de Franck qui dit est-ce qu'il recrute dans votre école? J'imagine que c'était en lien avec l'entreprise Louboutin, mais globalement comment vous offrez ce lien entre vos formations, vos étudiants, vos entreprises? Comment vous connectez? En réalité, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. On a au sein de l'école un service alternance et stage qui est composé de conseillers. Et ces conseillers, ils sont au nombre de 6. Ces conseillers ont le rôle de faire l'interface entre l'école et l'entreprise. Donc, que ce soit pour la recherche de stage ou la gestion des stages ou la recherche d'alternance et la gestion des alternances. Et donc, en permanence, on a ce lien avec les entreprises. Et d'ailleurs, les alternances sont des
ne sont plus des étudiants en tant que tels, ils sont salariés. Et donc, l'entreprise rémunère l'étudiant, il paye aussi l'étudiant pour assister au cours. Et donc, nous, on doit veiller à ce que la formation se passe dans les meilleures conditions. Eh ben, merci beaucoup, Olivier, pour ce retour. C'était un live super intéressant sur des métiers en pleine transformation. Je pense qu'on a réussi à balayer et à faire le tour de la question en partant du pourquoi jusqu'à concrètement comment ça se passe dans les métiers. Merci beaucoup, Samir, Sébastien, Koumba et Olivier, d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et pour tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère qu'on vous a aidé, accompagné à mûrir ce projet. Et j'espère que vous arriverez à avancer dans ce type de métier. Oui, on a des merci. Samir, tu voulais dire quelque chose? Ouais, deux choses. On laissera, pardon, merci Yves, on laissera bien évidemment nos coordonnées à l'issue du chat si vous voulez nous contacter, échanger avec nous et qu'on puisse aussi vous accompagner sur votre parcours. Et puis, je voudrais aussi vous inviter aussi grandement parce que Sébastien est là et je l'en remercie. Sébastien crée pas mal de contenus hyper intéressants que je vous invite tous à aller voir parce que ça pourra vous donner aussi, vous me posiez la question, est-ce que ça peut vous donner envie de faire de l'informatique ou pas? Il y a plein de contenus ludiques sur comment faciliter nos process dans les milieux de l'informatique. Alors, c'est un peu de pub que je fais, mais il le mérite grandement, comme je le dis. Et je vous invite vraiment parce que ça va vous donner envie aussi de peut-être dessiner aussi un peu votre choix dans cet univers informatique. Et je vous invite vraiment, vraiment aussi à aller voir ces vidéos-là. Voilà, pardon Yves, je me permettais parce que c'est hyper ludique, c'est hyper intéressant. Et j'invite vraiment les gens présents à, venir nous contacter avec grand plaisir et ils seront les bienvenus. Et de regarder aussi toutes ces vidéos, en tout cas, que Sébastien propose et qui sont hyper ludiques. Voilà. Tout à fait raison de partager ça parce que de toute manière, c'est en lien avec ce soir et je crois que le plus important aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis à tous les jeunes qu'on rencontre sur nos lives, c'est aller à la recherche, à la rencontre, échanger, discuter avec des professionnels, avec des étudiants, avec le corps professoral pour vous faire une idée. Ne restez pas juste chez vous à lire des choses sur Google. Ça serait dommage, vous risqueriez d'être déçus. Merci beaucoup pour ce live tous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, suivis ou qui nous retrouveront globalement sur du replay. Et puis je vous dis à tous et à très vite sur un prochain live Meet Your School. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée.